Coucou Steph, tu peux répondre à my question? À my question, là maintenant tout de suite? Bien sûr, c'est quoi que tu tiens dans les mains comme ça? Ah, c'est mon ami. Mon ami Michel. J'ai entendu dire que tu étais guide touristique, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah oh là là, il faut qu'on fasse un vrai my question alors là, faut te raconter tout ça. Tu as 1000 activités dont guide touristique, raconte-nous un peu. Ouais, c'est vrai, je suis officiellement guide touristique, c'est un peu pour ça aussi qu'on a changé le statut de l'entreprise, c'est pour pouvoir intégrer légalement cette activité qui est quand même assez lourde en termes d'assurance professionnelle et de conséquences légales, etc. Mais ouais, je suis aussi guide touristique, figurez-vous. Comment t'en es arrivé là? Quand on a démarré le projet, quand on a commencé à travailler ensemble avec mon ami Michel, qui est au Pérou sur le projet Quechua Alpaca, ça faisait pas partie du projet initial. On s'est dit qu'on avait quand même la chance d'avoir un réseau absolument dingue et puis la chance de pouvoir vraiment faire découvrir l'arrière du décor de la filière laine, en fait, de comment est-ce qu'on réussit à avoir cet écheveau de laine final quand on tricote de la laine d'alpaga, de Quechua Alpaca. On s'est dit que ça pouvait quand même être intéressant pour des tricopines, tricopains ou même des personnes qui tricotent pas forcément, de découvrir toute la route de la laine de l'alpaga et puis surtout l'authenticité, la sincérité de tout ce qu'on raconte quand on vous parle de la laine de Quechua Alpaca. C'est pas une laine comme les autres, c'est une laine qui a vraiment des valeurs éthiques et sociales très marquées, très fortes. On s'est dit que la meilleure façon pour pouvoir vous le partager, c'était de vous amener avec nous au Pérou. Au début, on a commencé comme ça, avec des tricopines, des ateliers, des copains, et on s'est dit, mais il y en a beaucoup de demandes. Ça prend quand même une ampleur un peu hors norme par rapport à notre cercle rapproché. C'est quand même pas un voyage anodin. On est allé chercher ce statut de guide touristique pour pouvoir aller chercher également les assurances et pour pouvoir le faire en toute tranquillité, je dirais. Tu as plusieurs cordes à ton arc, tu fais partie d'une association Solidarité Pérou, c'est ça? Oui, et effectivement, le fait que je sois membre de cette association qui s'appelle Cantuta, ça a également contribué à la volonté de mettre en place ce voyage. En fait, c'est vraiment deux choses qui se télescopent. D'abord, le décès de mon oncle en 2010, qui était quand même le précurseur de tous les projets qui ont été soutenus, qui ont été initiés en termes de solidarité et d'éducation au Pérou. Et puis, cette association qui est née suite à son travail et à ses témoignages. Donc, quand il est décédé, Bernard, en 2010, avec toujours mon ami Michel, on s'est dit comment on va faire pour pouvoir continuer de porter la parole et le message que Bernard avait, qui était pour nous, donc là, à titre très personnel, très important. Et on s'est dit, en fait, avec notre projet Quechua Alpaca, où on pourrait faire visiter toute cette filière laine, on pourrait en même temps faire découvrir tous les projets qui sont soutenus par l'association Cantuta. Et quelque part, parce que c'était vraiment ça ce que mon oncle faisait, pouvoir comprendre l'importance d'aider les gens à se réunir, d'aider les gens à se former, d'aider les gens à se regrouper pour être plus forts. C'est le point de départ de Quechua Alpaca et c'est le résultat un petit peu de tout le travail qui a été fait grâce à l'association Cantuta. Donc moi, je suis personnellement la secrétaire de cette association. Je crois que ça va faire 16 ans. En tant que guide, tu organises donc des voyages qu'on appelle voyages en terre alpaga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les itinéraires de ce voyage? Oui, complètement. Alors le voyage en terre alpaga, donc c'est le nom de ce voyage, il n'a lieu qu'une seule fois par année. Parce que, donc vous le savez, c'est clairement pas mon activité principale, guide touristique, je le fais une fois par an. Du coup, ce voyage, il a lieu pour des raisons météorologiques au Pérou, il a lieu en automne. Entre octobre et novembre, cette année, il aura lieu au mois d'octobre. Et du coup, on prend tous l'avion ensemble. On atterrit dans la ville d'Arequipa, qui est à 2500 mètres d'altitude. Arequipa, c'est vraiment la capitale mondiale de la transformation de la laine d'alpaga. C'est à Arequipa qu'arrive la laine des hauts plateaux andins et que la laine est transformée. Donc, elle est d'abord lavée, peignée, elle est cardée, elle est préparée pour être prête à être envoyée en filature ou filée à la main. Une fois cette première étape terminée, la laine va être filée. Ensuite, elle va être teinte et enfin, elle va être possiblement transformée, c'est-à-dire tissée, tricotée machine ou tricotée à la main. La ville d'Arequipa, qui est une ville magnifique, c'est vraiment le cœur de toute cette transformation-là. Donc on commence, notre point d'entrée au Pérou, c'est la ville d'Arequipa 2005.
On passe à peu près 4-5 jours à Arequipa et on visite tous ces endroits qui sont complètement fermés. Ce ne sont pas du tout des endroits qui sont ouverts au public. On a la chance d'avoir des partenaires de travail qui ont accepté de jouer le jeu et qui chaque année nous accueillent à l'intérieur de tous leurs ateliers et nous font en plus l'immense plaisir de nous faire visiter et de nous expliquer leur travail. Donc c'est plutôt une chance assez extraordinaire de pouvoir rentrer dans tous ces endroits. Donc ça, c'est la première partie, ça se passe à Arequipa. Une fois qu'on a fini toutes ces visites dans la ville d'Arequipa, la destination d'après, ça va être arriver jusqu'au haut plateau pour aller rencontrer les éleveurs. Et là, on est dans une zone à 5000 mètres. Donc le problème de l'altitude, c'est vraiment un point important au Pérou. C'est pour ça que le voyage dure 23 jours. On ne peut pas passer d'Arequipa au haut plateau andin du jour au lendemain. Donc pour pouvoir passer de 2500 mètres d'altitude à 5000 et des brouettes, il faut qu'on fasse des paliers. Et ça tombe bien parce que le Pérou, c'est un pays absolument magnifique où il y a beaucoup de choses en termes touristiques qu'on a envie de découvrir. Et du coup, quand on part d'Arequipa, on s'en va à Puno. Puno, c'est à 3800 mètres d'altitude. Et là, Puno, c'est les bords du lac Titicaca. Donc, on passe 2 ou 3 nuits dans la ville de Puno. Ça nous permet de faire un palier d'acclimatation à 3008 et ça nous permet surtout de visiter le lac Titicaca. Donc à Puno, on a une journée entière sur le lac avec une énorme promenade sur un bateau. On va manger sur une île, on visite d'autres îles, on fait une journée entière en bateau. On visite également autour de Puno le cimetière de Silustani qui est un des plus vieux cimetières incas de cette zone. Donc encore une petite journée de tourisme et de découverte. On commence à être sur l'altiplano, donc là les paysages commencent à devenir absolument magnifiques. Une fois qu'on a fait notre petit palier d'acclimatation à Puno, on continue de monter. Et là on monte dans un endroit où il n'y a plus aucun touriste. On monte à Macuzani, c'est là où habite Michel. J'aime beaucoup Michel. Donc quand on arrive à Macuzani, là on est à 4300 mètres d'altitude. Là, on est logé justement chez Michel. Il a une très grande maison avec des chambres, donc on est logé chez l'habitant finalement. Ça nous permet également de vivre cette expérience-là qui change un petit peu de la dynamique des hôtels. On est vraiment dans le cœur du peuple andin, du peuple quechua. Et à Macuzani, c'est aussi l'endroit où on soutient avec l'association Cantuta un foyer d'accueil pour jeunes filles. On a un très gros projet, un très gros programme en termes d'éducation des fillettes, principalement c'est des fillettes, ce qui nous va très bien parce qu'on est quand même inscrit chez une Maille à la fois et chez Quechua Alpaca dans une démarche assez féministe quand même, on ne va pas se le cacher. Du coup, ce programme à Macuzani dédié aux petites filles pour leur permettre d'accéder à l'éducation, à l'école et du coup pour leur permettre d'avoir tout simplement un avenir avec un peu plus de possibilités. On va aller les rencontrer, on va passer une soirée avec elles. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est des moments qui vont être très émouvants. On a également à Macuzani un autre projet qui est soutenu, qui est la radio communautaire. Là encore, des visites, des échanges, beaucoup de soirées avec les copains de la radio qui vont venir avec leurs flûtes de pan, leurs instruments et beaucoup de soirées chez Michel où on va tous chanter, danser et vivre des moments plutôt très forts. Et puis à partir de Macuzani, où on va rester une semaine, on va rayonner. Ça va être notre camp de base et on va rayonner. On va parfois descendre en altitude jusqu'à 600 mètres de 4003. On va passer en une journée et faire l'aller-retour dans une même journée dans la forêt amazonienne où on va se rapprocher un petit peu des éleveurs de la feuille de coca qui, eux, ont vraiment des objectifs principalement liés avec le narcotrafic, mais qui posent quand même une problématique en termes culturels par rapport à la nécessité pour le peuple quechua d'avoir une feuille de coca tout le temps dans leur quotidien. La feuille de coca, c'est une plante sacrée, c'est une plante qui permet de faire tous les rituels du peuple quechua. Du coup, de pouvoir un petit peu se rapprocher de cette problématique autour de la feuille de coca, c'est plutôt intéressant parce que ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses. Ça remet pas mal de questions en perspective. On va se promener dans différentes vallées et puis on va surtout monter, à la fin de notre séjour à Macuzani, on va surtout monter dans les deux communautés avec lesquelles Quechua Alpaca on travaille, qui sont les deux communautés de Calcaya et de Chacaconitza. Et on va aller rencontrer ces deux groupes de femmes qui sont à 4800 mètres d'altitude. Et pour arriver jusque-là, on est obligé de passer des cols autour de 5200 mètres d'altitude. Donc c'est
plutôt magnifique comme endroit, mais pour pouvoir réussir à monter aussi haut, il est important de monter lentement. On va également dans cette zone rencontrer des éleveurs d'alpagas, notamment Alfredo avec son frère et sa sœur qui vont nous faire visiter leur ferme d'alpagas. On va se rendre compte de l'élevage intensif de l'alpaga dans les Andes. Vous allez voir comment ça se passe. En fait, il n'y en a pas des élevages intensifs dans les Andes, c'est juste pas possible. Donc ce sont des plutôt petits élevages avec des animaux qui sont complètement nomades, qui partent la journée, qui rentrent dans les enclos préparés en pierre. Et ces enclos, ils en ont plusieurs, les familles d'éleveurs en ont plusieurs pour permettre de se déplacer tout au long de l'année. Donc on va comprendre aussi comment les alpagas sont élevés en fait dans ces zones-là. Une fois qu'on aura fait tout notre petit circuit à Macuzani pendant une semaine, on va redescendre, on va être sur la dernière phase du voyage. On va redescendre en direction de la vallée de Cusco, avec encore un dernier arrêt pour rencontrer des femmes d'une communauté de Chiari où on va faire un atelier de teinture végétale. J'ai oublié de vous dire, on fait des ateliers sans arrêt tout au long du parcours. On va donc aller faire un atelier de teinture végétale avec les femmes de Chiari qui utilisent notamment leur propre urine en termes de mordant pour fixer les couleurs et qui nous racontent ça avec une spontanéité et un naturel absolument génial. C'est un groupe qui a une énergie incroyable, donc on va avoir beaucoup de plaisir à cet endroit-là. On va visiter également d'autres projets associatifs dans cette zone-là, dans une zone qui s'appelle Chekakupé où c'est magnifique. Donc là, on passera 2 nuits dans la zone de Sicuani, Chiari, Chekakupé. Et enfin, on termine par Cusco. Cusco, où là, on ne sera que dans du tourisme, où on aura toute la visite de la vallée sacrée, les salines de Maras, évidemment le Machu Picchu, l'incontournable Machu Picchu, avec la traditionnelle photo de tout le monde qui tricote avec le Machu Picchu derrière nous. Un temps un peu plus de repos, nous remettre de nos émotions, débriefer. On aura vraiment besoin de ces quelques soirées à Cusco pour pouvoir échanger, partager sur tout ce qu'on aura vécu, parce que c'est pas un voyage anodin et c'est pas un voyage qu'on fait sans que ça nous bouleverse en fait assez profondément. Et puis ce sera le retour au départ de Cusco pour revenir dans nos contrées européennes. Finalement, ce voyage, c'est vraiment une expérience immersive au cœur du Pérou et au cœur de la laine. J'adorerais y aller, mais du coup, tu prends des groupes de combien? Ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est vraiment un voyage qu'on a fait comme on est, c'est-à-dire avec authenticité et avec un véritable amour pour les gens qui nous entourent. Et c'est vraiment ça que vous allez découvrir. Vous allez être tout le temps en relation avec des gens de façon super authentique, loin de tous les artifices touristiques. Donc c'est vrai que c'est un voyage qui est très immersif et qui est très bouleversant. C'est un voyage qu'on ne fait qu'en petits groupes, donc pour te répondre Morgane, on ne peut pas partir dans un voyage de ce format-là avec des groupes de 20 pour plusieurs raisons. Il faut des petits groupes parce que pour pouvoir nouer des liens avec les gens qui vont nous accueillir, qu'on va rencontrer, si on arrive à 30, c'est beaucoup plus compliqué que si on est une dizaine. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que parce qu'en termes de transport, tout au long du voyage, on est véhiculé par plusieurs copains qui sont officiellement chauffeurs avec des contrôles techniques, avec toutes les assurances, c'est extrêmement balisé. On a vraiment fait un vrai travail extrêmement balisé. Donc on a nos petits bus et puis on a une capacité de 12 personnes maximum dans ces petits bus. Donc 10 pour nous c'est pas mal, 10-12 c'est le gros max. Et puis pour le travail de Michel et moi, de faire en sorte qu'on arrive, mettons à 10 personnes et qu'on reparte bien à 10 personnes avec l'altitude, avec les enjeux en termes sanitaires que ça peut représenter. 10 personnes, c'est bien parce qu'on passe, en fait, Michel et moi, 3 semaines et demie à vraiment vous observer, à vraiment être à votre écoute pour pouvoir détecter tout signe avant-coureur de quelconque mal-être. On a vraiment à cœur que tout le monde soit bien. Donc c'est vrai que pendant ces 3 semaines et demie, autant je fais beaucoup la folle quand même parce que chasser le naturel, il revient au galop, évidemment. Tout est ouvert pour pouvoir vraiment surveiller tout le monde. J'ai une bonne expérience des dangers de l'altitude et du coup, je vais passer 3 semaines et demie à vous surveiller. Donc 10 personnes, ça commence à être pas mal le maximum que je sois capable de prendre.
J'imagine qu'il y a des conditions pour pouvoir partir. Est-ce que j'ai besoin d'être très sportive? C'est effectivement physiquement pas un voyage qu'on prend à la légère. Le problème de l'altitude, c'est un problème réel. 5000 mètres, c'est considéré comme un seuil mortel. Pour des raisons d'œdème cérébral, de raréfaction de l'oxygène, on a beaucoup moins d'oxygène à 5000 mètres d'altitude dans l'air. Du coup, ça déclenche en termes physiques des difficultés qui peuvent être cardiaques. Le cœur va pomper beaucoup plus, le sang va beaucoup moins monter au cerveau. Oui, il y a effectivement des risques en termes de santé. Ceci étant, la première condition, c'est vraiment premièrement, voir votre médecin. Pour pouvoir participer à un voyage tel que celui-ci, il faut avoir l'aval de son médecin traitant, qui est la personne médicale qui nous connaît et qui connaît notre état de santé. Donc, il va pouvoir dire « Ok, toi, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Toi, attention, ça va être compliqué. » Donc, c'est le premier truc, il faut vérifier ça. Si le médecin dit « Oh, tu n'as pas a priori de problème à vivre l'altitude », on ne fait pas un voyage de trek, on ne fait pas un voyage sportif. On est tout le temps véhiculé. Dans les zones les plus hautes, on est véhiculé avec des plus petits véhicules pour avoir de la réactivité en cas de problème. Mais du coup, personne ne fait véritablement un effort physique. Et encore une fois, c'est très maîtrisé puisqu'on monte avec beaucoup de paliers et on prend le temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On vous surveille parce qu'on connaît les signes annonciateurs d'éventuels soucis. Mais il n'y a pas de raison puisqu'on ne va pas faire de montagne. On va visiter des choses de façon très confortable dans des véhicules sans avoir à marcher longtemps. Mais quand même, il faut vérifier auprès de son médecin que malgré toutes ces précautions-là, on n'a pas en amont un problème cardiaque, un problème d'hypertension. Mais si tout va bien, il y a des gens de 75 ans qui sont venus avec moi et qui ont adoré leur voyage et qui sont revenus sans aucun malaise, aucun problème. Donc c'est pas un voyage dangereux parce qu'on se met en danger, mais c'est un voyage où si on ne le prépare pas correctement, on peut avoir de l'inconfort. Le premier point, vérifier avec son médecin traitant. Le second point, c'est quand même avoir une idée, est-ce que j'ai le mal des montagnes ou pas? C'est deux choses différentes. Il y a l'altitude qui provoque chez tout le monde, moi y compris, des effets secondaires, mais il y a aussi le mal des montagnes qu'on pourrait comparer au vertige. On peut avoir le vertige, moi j'ai un vertige de fou, je n'ai pas le mal des montagnes, donc c'est pas parce qu'on a le vertige qu'on a forcément le mal des montagnes. Et inversement, c'est pas parce qu'on n'a pas le vertige qu'on n'a pas le mal des montagnes. Du coup, on préconise pour les personnes qui n'ont jamais dépassé les 3500 mètres d'altitude, si vous êtes déjà allé au-delà de 3005 et que vous avez pu vous promener sans difficulté, ça veut dire que tout va bien, vous n'avez pas le mal des montagnes. Mais si vous n'avez jamais été confronté à l'altitude, il est préférable de le vérifier avant d'embarquer dans l'avion. Il y a plusieurs façons de le faire, soit dans des centres de voyage où il y a des simulateurs qui peuvent vous mettre en condition de haute altitude et comme ça vous voyez votre réaction avec les spécialistes qui vous entourent. Sinon, pour les gens qui sont proches de la Haute-Savoie, nous on a la chance d'être à côté de l'Aiguille du Midi. Il y a un téléphérique qui part de Chamonix et qui monte à 3800 mètres en quelques minutes sur l'Aiguille du Midi. Ça, c'est le crash test. En fait, vous montez le téléphérique. Quand vous descendez du téléphérique, si vous vous mettez à avoir la tête qui tourne, à vomir, à ressentir un inconfort hallucinant et que cet inconfort perdure pendant tout le temps où vous êtes sur l'Aiguille du Midi, alors possiblement vous avez le mal des montagnes. Si vous montez, que vous êtes un peu pas bien, mais qu'au bout d'un moment ça passe, c'est juste la montée qui vous a fatigué, tout va bien, vous ne l'avez pas. Et bien, a fortiori, si vous montez et que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment deux choses qu'il faut absolument vérifier avant de partir. Ensuite, pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est conseils, consignes, qu'est-ce que je mets dans ma valise, comment je me prépare, etc. Ça, je vous l'explique au moment où on prépare le voyage. Tu peux me raconter un peu l'ambiance très copinesque dans un voyage en terre alpaga? Tellement. Là, les tricopines, c'est un voyage qui est pour nous, en fait. On tricote tout le long, on tricote déjà dans l'avion. Donc, je vais vous aider à préparer vos valises avec tout ce que vous aurez besoin pour survivre à l'altitude et aux 3 semaines de durée du voyage de façon légère, en fait. Mais laissez-moi vous dire que les aiguilles à tricoter, les crochets et les pelotes de laine font partie du voyage. On tricote dans l'avion déjà, pas mal. On tricote dans les aéroports tout notre temps d'escale.
Tout au long du voyage, on a des ateliers parce qu'on aime ça, découvrir des nouvelles techniques et Dieu sait que je comprends tout ça parce que je suis comme vous. Du coup, atelier de teinture, atelier de tissage sur des vrais métiers à tisser où on privatise complètement un atelier entier. Ils nous préparent, ils nous ourdissent les métiers à tisser et quand on arrive, c'est prêt. On passe 4 heures à tisser une écharpe avec la laine qu'on aura teinte la veille à l'atelier de teinture. Les soirs dans les hôtels, c'est tricot relax, hein, laissez-moi vous dire. Alors après, ça dépend aussi du nombre de pisco sour qu'on boit. Bon, quand même, ouais, faut que je sois honnête parce que on boit trop de pisco sour, c'est un peu plus dur de retrouver les mailles. Ça pique un peu. Mais c'est pas grave, on tricote tout au long du voyage, on tricote dans l'autobus quand on fait de la route, on tricote évidemment avec nos copines de Chakakonitsa et de Kelkaya. On va rencontrer 2 groupes de femmes artisanes qui ne parlent pas espagnol, hein. Là, on a vraiment un barrage de la langue parce qu'elles parlent à 95% quechua. On a des traducteurs avec nous, des traductrices, mais c'est quand même pas pareil. Et là, on découvre le langage du tricot, où on se réunit toutes entre nanas et on se met toutes à tricoter de façon différente parce qu'on tricote pas au Pérou, on tient pas les aiguilles, on passe pas le fil de la même façon. Et du coup, on partage tout ça et on se rend compte que même sans parler le quechua, on arrive à avoir des échanges super sympathiques avec toutes ces nanas. Donc oui, on tricote tout au long du voyage. On va aussi faire un peu de filage avec les copines des 2 communautés andines. Et puis, on fait également un atelier de teinture végétale donc à Chiari. Et le tricot va être vraiment notre fil d'Ariane. C'est un voyage de tricoteurs, de tricoteuses, mais pas que, parce que plusieurs fois, on a des tricopines qui sont venues avec leur conjoint ou avec leur conjointe et qui tricotaient absolument pas et qu'on n'avait même pas grand-chose à faire de la laine. Eux aussi, finalement, ont été super intéressés de la proposition des découvertes, de comprendre tout ce monde-là. Donc, c'est un voyage qui s'adresse évidemment en priorité aux personnes qui tricotent et qui crochettent, mais très sincèrement, pas que. Vos conjoints, vos conjointes sont les bienvenus et eux aussi, elles aussi auront leur place dans ce genre de voyage et reviendront également très émus et bouleversés de ce 23 jours en terre alpaga. Écoute, moi, mes valises sont déjà prêtes, mais maintenant, il faut que tu me dises quand est-ce que c'est le prochain départ. Le prochain départ, du coup, on le cale entre tous les festivals pour une maille à la fois, parce que c'est du coup une absence aussi en termes professionnels pour moi de 3 semaines et demie. Donc, on sait déjà que le prochain voyage aura lieu au mois d'octobre, avec un départ autour du 6 octobre, entre le 3 et le 6 octobre, et un retour 23 jours plus tard, autour du 26 octobre. Donc, ce sera au mois d'octobre. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut dire si on est intéressé ou pas par ce genre de voyage. On est en train de contacter toutes les personnes qui s'étaient signalées. Il nous reste quelques places. Il est encore possible donc d'y participer. Si vous êtes intéressé à participer à ce genre de voyage, même si c'est que l'année prochaine, il y a urgence pour cette année parce qu'il va falloir qu'on se parle et qu'on se rencontre et qu'on se prépare. Mais ça peut aussi être pour une autre année. Nous, on fait des listings avec Pauline, qui est notre chef des fichiers Excel. On vous recontacte le moment venu. Mais pour cette année, il faut nous écrire par mail à contact@humal.com. On est en train de préparer un week-end de cohésion. Moi, j'aime bien partir avec mon petit groupe qui se connaît déjà. En fait, je trouve que c'est une folie absolument dingue de se retrouver à l'aéroport, puis de faire un voyage comme ça et de se rencontrer à l'aéroport. Donc, j'aime bien qu'on fasse ce que j'appelle un week-end de cohésion. On va dans un gîte pendant 2 nuits tous ensemble. On va partager plein de super moments autour de repas en mode pique-nique canadien. Et du coup, pendant ces 2 journées qu'on passe ensemble, premièrement, on apprend à se connaître. Et deuxièmement, on en profite pour poser plein de questions, pour débriefer absolument tout, du détail le plus anodin à la chose la plus importante. On débriefe tout ça. On parle évidemment du coût du voyage, parce que c'est évidemment un voyage qui a un coût. 23 jours, on est sur une enveloppe à peu près de 7 500 € tout inclus. Tout inclus, absolument tout inclus. Donc c'est sûr que c'est quand même pas rien. Donc comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Moi, je passe 2 jours avec vous, je réponds absolument à toutes vos questions
même celles que vous osez pas poser, allez-y, c'est là qu'on en parle. Et c'est à l'issue seulement de ce week-end de cohésion qu'on décide si on achète les billets d'avion ou pas. Donc on peut participer au week-end de cohésion sans forcément s'engager à prendre l'avion 6 mois plus tard, juste pour savoir si on a envie de le faire ou pas. Et le week-end de cohésion, là, on est en train de revoir les dates parce que la date que j'avais proposée aux personnes, en fait, ça ne convient pas trop. Donc, on va trouver une autre date, mais ça va être avant la fin du mois de mai, c'est certain, pour qu'on ait quand même 3 mois, acheter les billets 3 mois avant le départ, en fait. Voilà. Donc, c'est maintenant. Si ça vous intéresse, let's go. Il faut me contacter. Écoute, merci d'avoir répondu à my question, Steph. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Morgane. J'adore ton format. Et salut, Michel. Salut, mon Michel.